tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui on va parler des personnages à secret. Il existe deux grands types de personnages à secret. Déjà, ceux dont le secret fait partie intégrante du scénario et qui vont devoir le protéger à tout prix. Par exemple, dans un scénario de type enquête, quand un des joueurs à la table est le meurtrier et qui va devoir détourner l'attention de tous les autres joueurs afin que ce secret ne soit pas révélé. Bien sûr, ce genre de personnage demande un certain travail de la part du MJ, surtout si vous voulez lui donner des alibis afin qu'il puisse déjà se disculper un petit peu, en tout cas pour le début de la partie. Dans ce genre de cas, il est bon que tous les joueurs à la table puissent être suspects afin que tous les soupçons n'aillent pas directement vers l'unique personne qui aurait pu faire le coup. Bien sûr, dans le cas par exemple d'un meurtre qui aurait été impulsif, vous pouvez laisser le joueur totalement démuni et il va devoir trouver sur le pouce des alibis et des excuses afin de justifier sa présence sur les lieux. Dans ce genre de cas, l'ingéniosité du joueur va être mise vraiment à rude épreuve, mais c'est un exercice que certains apprécient beaucoup. Mais parlons de l'autre type de personnages à secret, ceux dont le secret influe leur personnage, mais pas l'histoire en elle-même. Généralement, ce sont des personnages vraiment intéressants à jouer, car ils ont un lourd secret qu'ils vont tâcher de dissimuler aux autres, et ils vont quand même devoir vivre avec. Cependant, il y a quelque chose qu'il est important de garder en tête. N'oubliez pas que ce personnage existe tant que vous le jouez, et qu'après il sera perdu à jamais. Dans cette optique-là, il serait dommage qu'il meure en emportant son secret, si jamais personne n'a eu la chance de le découvrir. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait l'essence d'un personnage à secret, c'est de permettre aux autres joueurs à la table de le découvrir. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Il est important de se comporter de façon un petit peu étrange. Il faut que les autres joueurs à la table comprennent qu'il y a quelque chose de louche avec notre personnage et aient envie de creuser pour en savoir plus. Bien sûr, il ne faut pas tout livrer sur un plateau, mais il est important de donner des petits indices au fur et à mesure de la partie, voire d'avoir des réactions peut-être un peu disproportionnées lorsque certains cas de figure se présentent. Si jamais vous voyez que la sauce a du mal à prendre, vous pouvez également vous rapprocher d'un des autres PNJ afin de lui confier une partie de votre secret sans forcément lui révéler tout le poteau rose. Vous pouvez également essayer de vous désolidariser du groupe afin de faire une action en rapport avec votre secret afin d'attiser à nouveau la curiosité des autres joueurs. L'important est que votre secret soit découvert par au moins une autre personne à la table afin qu'il ne disparaisse pas à la fin de la partie avec votre personnage. À présent, on va rejoindre mon panel d'experts pour voir comment ils jouent leur personnage à secret. Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique, un mardi sur deux. Je suis accompagné par mon fidèle panel d'experts, plus experts de jour en jour. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc le thème de ce soir, les personnages à secret. Déjà une histoire de commencer doucement. Est-ce que vous aimez les parties où il y a des personnages à secret Bah oui, globalement j'aime bien ça. C'est quelque chose que je trouve intéressant et je trouve que c'est quelque chose qui apporte du jeu, qui apporte de la narration de manière générale, hein. Donc voilà, j'aime bien jouer, j'aime bien que les autres personnages aient des secrets que je puisse creuser aussi. Ouais, voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est pas forcément approprié à toutes les parties, mais globalement, quand ça a un intérêt, ça peut être vachement intéressant et assez mémorable. Ouais, je vais rebondir sur ce que disait Thomas. C'est vrai que c'est assez intéressant, ça rajoute pas mal d'enjeux, ça nourrit beaucoup l'histoire qui se joue. Après, c'est quelque chose qu'il faut mener avec parcimonie et il faut trouver un bon dosage, dans les secrets. Mmh. Je pense typiquement à ce que les amis belges de la zone geek d'Histoire au coin du Dévin appellent Dark le sombre. Le joueur qui a des grands secrets, qui est mystérieux, qui a toute sa famille qui est morte et qui est orphelin et tous ces personnages qui jouent un peu à la Sasuke, qui ont un gros secret, mais qui ne veulent pas le jouer et qui le vivent comme, un échec si on découvre leur secret. Je trouve ça plus handicapant par contre qu'autre chose. Mmh. Mais c'est vrai qu'après un bon personnage à secret, du point de vue des PJ, quelqu'un qui vraiment va jouer avec son secret
semer les indices, laisser l'opportunité aux autres de rentrer dedans, de chercher. Déjà, ça donne des temps de pause au MJ pour pouvoir travailler sur ce qu'il va faire ensuite et tout ça. Ça donne du jeu entre personnages quand un personnage autre est en relation un peu duel avec le MJ. Et après, au niveau des PNJ, ça te permet vraiment de faire rebondir pas mal de choses et de redonner des entrains des fois à des parties qui peuvent paraître un peu mollassonnes. Bah, histoire de rebondir moi aussi sur ce que tu viens de dire, bah, tout ça, ça m'a pas mal fait penser au secret qu'on est obligé d'avoir dans Alice is Missing, qui sert vraiment du coup de ressort narratif. Si à un moment on a un blanc, on a quelque chose, c'est ce qui nous permet de relancer l'action. Et je pense que c'est vraiment c'est une bonne utilisation des personnages à secret. Et après, d'un point de vue purement personnel, c'est quelque chose que j'adore mettre à mes tables. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien écrire, les personnages qui en ont plus à dire que ce qu'ils ne montrent. Mais encore une fois, il faut que ce soit bien joué. Mais voilà, c'est quelque chose que je mets très régulièrement dans mes scénarios. En tout cas, j'essaye. Surtout quand je fais des pré-tirés. Je trouve que ça marche bien pour les one-shots, justement, ça permet de redynamiser certains plans. Ça peut redonner un peu de fond à quelque chose qui en manque. Donc c'est vrai que des fois on a des scénarios qui peuvent être un peu vides, et un bon secret, ça permet de regrossir un peu tout ça et de rendre une partie mémorable. Du coup, je vais moi-même rebondir sur ce que tu as dit, puisque tu as commencé à dire ce sur quoi je voulais mettre l'accent. C'est que, bon, il y a plusieurs types, enfin, il y a plusieurs situations qui sont très différentes, et en particulier dans un one-shot, ça va prendre une dimension très différente de si c'est dans une campagne. Moi, j'aime bien les personnages à secret, j'aime bien en jouer, j'aime bien être amené à comprendre que tel personnage a un secret et tenter de comprendre quel est son secret. Je pense que les secrets doivent être utilisés avec discernement et avec subtilité. Mais en fait, plus que la notion de personnage à secret, moi ce que j'aime, c'est la notion de personnage qui a un background qui est profond. Et c'est ce que tu as désigné par un personnage qui a plus en lui que ce qu'il peut vouloir en dire. Moi, ce que j'aime, c'est les personnages qui n'ont pas forcément un grand secret précis et qui tient en deux lignes, mais qui ont une histoire personnelle qu'ils peuvent vivre comme dramatique ou pas, dont ils peuvent avoir honte ou éprouver une certaine défiance ou quoi que ce soit, et qui participent à les construire, et qui fait que il y a plusieurs couches dans le personnage. Il y a ce qu'ils assument et ce qu'ils souhaitent montrer, et ce qui a un peu plus ancré en eux, mais qui a quand même une influence sur leur manière de fonctionner et sur leurs actions. Et un secret, c'est pas forcément un truc d'ampleur, genre je suis le méchant, ou quelque chose de ce genre. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus personnel, de beaucoup moins impactant sur la grande histoire, mais de beaucoup plus centré sur le personnage, et qui permet, une fois que le secret a été percé, de mieux comprendre ses motivations, comment il fonctionne. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est vrai que tu soulèves un point intéressant, le fait que le secret n'est pas être un grand secret. Et pour rester intéressant, ça peut... le fait que ça nous permet de jouer avec l'intime des personnages, qui est quelque chose qui est généralement assez compliqué à mettre en place. Parce que même si on ne fait que révéler une partie d'un personnage, c'est quand même aussi un peu se livrer nous. Et donc ouais, j'appuie fortement cette remarque. Et ensuite, alors, dans le cas des one-shots, où du coup le secret peut vraiment être dans le sens d'un affrontement, en tout cas du fait que les personnages peuvent être dans des camps différents sans le savoir, voilà. Mais quand on est en campagne, en théorie, les joueurs forment un groupe qui a vocation à être soudé. Je pense que les secrets, alors,
il y a sans doute d'autres situations qui ne viennent pas à l'esprit, mais pour moi, je vois 2 types de situations. C'est les situations où le personnage porte un lourd secret qui est révolu, mais qui n'arrive pas à assumer, et où le fait où en fait ça va faire partie de l'arc du personnage que d'apprendre à accepter cette réalité-là et d'apprendre que les autres personnages peuvent l'accepter et peuvent l'aider à accepter. Et l'autre situation, c'est un secret qui n'est pas forcément sombre ou lourd, mais qui peut être dans la nature du personnage, quelque chose que le personnage n'a pas forcément encore accepté. Et c'est un peu comme une chenille qui a vocation à devenir papillon. Et en fait, le secret, c'est cette potentialité de papillon et le fait de découvrir, que les autres joueurs découvrent le secret, c'est ce qui va permettre au personnage de passer le cap et de passer à l'étape suivante. Quoi qu'il en soit, je suis bien d'accord sur l'histoire de Dark le Sombre, un secret a vocation à être découvert, et le secret ne doit pas avoir vocation à créer une méfiance entre les joueurs. Au contraire, le secret, alors il peut provoquer un questionnement sur ce lien entre les personnages, cette confiance, mais la résolution du secret doit permettre de dépasser cette étape-là et de ressouder les personnages. C'est pour ça qu'il faut faire attention, faut que ce soit fait avec subtilité, parce que le secret qui fait que si les autres personnages l'apprennent, ils se détourneront et le groupe éclate et c'est fini, c'est pas souhaitable. Après, ça dépend. Si je pense notamment au scénario type Agatha Christie où le meurtrier est peut-être ou peut-être pas un des membres à la table. Dans ce cas, révéler le secret met fin à la partie, mais ça reste le but de la partie. Oui, ouais, je parlais en campagne. En one shot, l'équilibre est complètement différent. Mais de toute façon, je pense que un secret qui est révélé par un joueur ou qui est découvert du moins par la table vis-à-vis d'un autre joueur, si ce secret ébranle le groupe et l'amène à une réflexion, comme tu dis, c'est bon. S'il ébranle le groupe et qu'il ruine la cohésion du groupe, je pense que le secret de base était mal foutu en fait. Moi je vois par exemple sur une partie là de L5R qu'on fait, où on a un MJ qui aime beaucoup trop mettre des secrets à tous les persos. On se retrouve avec un Scorpion qui avait comme contrat de buter le frère d'un perso que tout le monde recherche puisque lui le recherche pour retrouver sa famille, quoi. Et en fin de compte, suspension d'incrédulité, on était tous trop mignons et voilà quoi, ça a tenu la table parce qu'on avait envie de jouer ensemble et que c'était bien. Mais en vrai, tu restes sur une vraie relation RP, tu restes sur une vraie partie RP où tu interprètes vraiment ton personnage. Bah, une fois que tu apprends ce secret-là, tu as une scission directe de l'équipe, quoi. Donc je pense que ouais, un bon secret, si on veut mettre des secrets très lourds, en fait, il faut qu'il soit vraiment bien réfléchi et pas simplement mis comme ça. Ben écoute, ça me semble un pont parfait pour notre deuxième question. Est-ce que vous avez des conseils pour utiliser au mieux les secrets, que ce soit côté MJ ou joueur? Les révéler. Oui. Les révéler, mais ce qui est intéressant, c'est essayer de faire en sorte que ce soit les autres joueurs qui arrivent par déduction à trouver quel est le secret. Ouais, et ça, je pense que c'est en grande partie la responsabilité du PJ qui joue le personnage à secret. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il faut être constamment sur le fil, sans jamais basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est assez compliqué. Après, c'est quelque chose que l'on retrouve assez souvent dans le drama, mais il faut que la révélation soit souhaitable à l'échelle du groupe, de manière à crever des abcès et à permettre d'avancer.
Mais il faut cependant que le secret soit source de tension interne au personnage telle que le personnage ait des réticences, alors le personnage, pas le joueur, mais que le personnage ait des réticences à le révéler. Donc du coup, le personnage va être amené à en même temps à le cacher, en même temps mal assumer ce secret et souhaiter que ses compagnons le découvrent, mais comme il ne va pas assumer le fait de le dévoiler de but en blanc, ben ça va être sous la forme d'indices ou de... Ouais, ça c'est vachement bien. Et ce qui est bien avec ce genre de résolution, c'est que t'es pas obligé d'être non plus sur des secrets vitaux ou capitaux. Je pense particulièrement à tout ce qui est défaut sur les addictions. Dans la plupart des jeux, il y a des défauts sur les addictions. Alors souvent, les gens préfèrent la jouer de but en blanc dans une vieille caricature d'un mec ivrogne ou d'un mec drogué. Mais selon les jeux, ça peut être intéressant, genre dans un Z-Corps ou dans un jeu qui est un peu orienté survie. Si on se retrouve avec un personnage qui a une addiction à X médicaments ou drogue, de se mettre d'accord avec le MJ pour que, par exemple, toutes les 3 pauses, 4 pauses du groupe, le MJ il retire, par exemple, une ressource directe du machin en considérant que le mec, il a piqué dedans pour aller se shooter ou du moins pour satisfaire son addiction. Et c'est quelque chose qui, en plus, tout ce style d'addiction peut être retransmis gestuellement aussi autour de la table par le joueur, avec des indices avec des indices physiques, sans forcément, pareil, tomber dans la caricature. Et ça peut permettre aussi d'installer une petite tension sur le fait que y a des ressources qui disparaissent. Qu'est-ce qui se passe? Je prends le tour de garde, je vérifie, je machin, je truc, je chose. Et ça peut permettre de créer un jeu interne au groupe. Et la résolution, elle est pas hyper grave, quoi qu'il se passe. Et ça permet de créer vraiment un instant de jeu et une tension possible aussi sur l'ensemble du groupe. Après, un peu dans le même état d'esprit, ce qui peut marcher, si jamais on a les joueurs qui ont du mal ne serait-ce qu'à comprendre qu'il y a un secret à table, essayer de faire un peu de jeu avec le MJ qui lui est au courant, de dire je vais aller faire une action qui semble n'avoir aucun sens pour le reste du groupe et qui semble parfaitement entendue pour le joueur et le MJ, et normalement ça peut suffire à attiser un peu la curiosité, parce que des fois jouer avec la curiosité des personnages ça ne suffit pas, jouer avec la curiosité des joueurs peut par contre faire le travail. Il y a un truc qui me semble important, là encore une fois, en one shot, et en particulier lorsqu'on a un PJ qui a lorsque les PJ sont pas dans le même camp, pour faire simple, et lorsque la partie contient également une dimension de manipulation et d'affrontement entre joueurs qui ont des intérêts divergents, les choses sont un peu différentes. Mais en campagne, et même dans certains one-shot, il y a quelque chose qui me semble important, c'est que, sauf si vraiment le scénario l'exige, le secret ne doit pas être... l'autonomie ou le libre arbitre du personnage ne doit pas être entièrement conditionné par son secret. Autrement dit, moi ce que j'aime dans le secret, c'est que ça correspond à une situation initiale, mais après le personnage doit pouvoir évoluer de la manière qu'il le souhaite, et doit pouvoir changer d'avis, changer de mission, parce que en cours de partie, en cours de scénario, en cours de campagne, il se rend compte qu'il s'était trompé sur certaines choses, et que voilà, et que c'est pas parce que son secret c'était que il infiltrait le groupe des PJ pour le compte du grand méchant, que il est condamné pendant toute la campagne à jouer ce rôle-là, et qu'il n'y a pas un moment où il va se dire que non, les PJ sont des gars bien et que leur cause est bonne, et que vaut mieux être avec eux et lutter contre le grand méchant que servir d'espion.
Je dirais même dans cette optique-là, on peut avoir un retournement de situation intéressant parce qu'une fois le secret brisé, on peut, entre guillemets, créer un nouveau secret de groupe avec justement les joueurs qui vont se liguer contre le grand méchant en ayant un personnage qui va jouer agent double et du coup créer une nouvelle dynamique. Parce que aussi c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément signalé, mais c'est vrai que les secrets entre personnages joueurs peuvent avoir également leur intérêt sur un groupe avec du coup de créer vraiment une forte relation entre deux personnages qui veulent garder absolument quelque chose pour eux et de l'autre côté les autres qui doivent être tenus à l'écart, voire qui vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe entre deux, mis à part le fait qu'ils ont l'air d'être vraiment très très copains. Alors qu'ils ne s'entendaient pas jusque-là. Ouais, c'est ça aussi qui est pas mal. C'est aussi en tant que PJ, on peut être amené du coup dans notre roleplay à modifier donc notre libre arbitre, comme ça a été dit, et ainsi de suite. Et c'est pas parce qu'on décide de révéler notre secret qu'on doit le faire aussi à l'ensemble du groupe. On peut se révéler à un personnage ou se révéler petit à petit à certains personnages et parce que à un moment X, votre perso a le personnage a beaucoup plus de confiance en une certaine personne qu'à une autre. Et ça, c'est pas mal. Et après, pour retourner sur l'esprit initial de la question des conseils, je conseillerais aux MJ qui se retrouvent avec des joueurs qui veulent des gros secrets du coup, de taper sur le joueur à la hauteur de son secret, quoi. Ceux qui choisissent des gros secrets, je reste toujours sur Dark le Sombre parce que ça reste quand même le personnage que je croise le plus souvent, l'archétype et la caricature que je croise le plus souvent en jeu de rôle. Dark le Sombre qui a décidé qu'il y avait toute une armée qu'il pourchassait parce que il a tué le dragon de compagnie de je sais pas quel empereur. Et c'est bien que cette armée-là, en plus d'être l'armée des méchants du jeu, elle mette encore plus la pression. Et voilà, je pense que quand le secret est choisi par le MJ, ça doit déjà il faut accepter que le PJ refuse le secret qu'on lui impose. Il faut pas qu'il soit imposé. Mais si c'est un PJ qui choisit un secret, il faut qu'il soit aussi conscient que tu as choisi ça pour ton jeu de personnage, mais on va le jouer dans tous les cas, quoi. Et je pense que c'est important du coup, voilà, sur des secrets dark, glauques, des secrets qui sont importants pour le joueur puisqu'il l'a mis dans son personnage et qui ont des vraies répercussions dans le jeu. C'est bien que ces répercussions surgissent assez régulièrement. J'ai un conseil, alors qui est plus un conseil pratique et qui est plus dans la situation où vous êtes un MJ. Vous avez conçu pour une partie des pré-tirés et certains de ces pré-tirés ont un secret dans le cadre de la partie. Par exemple, complètement au hasard, un pré-tiré est en réalité un synthétique qui se fait passer pour un véritable être humain et qui a un véritable nom de synthétique qui n'est pas du tout le nom de l'être humain pour qui il se fait passer. N'hésitez pas, avant de mettre les fiches du personnage sur la table, à bien insister lourdement sur le fait que si ce qu'il y a écrit sur la fiche de personnage ne correspond pas exactement à ce que le MJ a dit publiquement pour présenter le personnage, il faut pas avoir la réaction de dire « il y a une erreur, ça doit pas être la bonne fiche ». Aurais-tu mal vécu une partie d'Alien? Alors, je dis pas ça parce que c'est du vécu, mais un peu quand même. N'hésitez pas à insister très lourdement parce que ils vont quand même il y en a quand même qui vont faire la gaffe. Ah, ça, c'est les trucs de convention. Ah oui, non, mais ça a été dramatique. En convention, il y a, histoire de rebondir sur ton anecdote, et vraiment dans le même délire, un scénario type Agatha Christie, huis clos, enquête. Le mec qui lit sa fiche à voix haute. Voilà, gros blanc, et le MJ qui fait bon, on va faire autre chose. D'ailleurs, ça peut être un autre conseil pour un scénario, encore une fois, type Agatha Christie. N'hésitez pas à marquer sur les fiches de perso, vous n'êtes pas le meurtrier, spécifiquement sur chaque fiche, parce que même si le meurtrier n'est pas à la table,
vous êtes sûr que ça va créer une certaine tension parce que tout le monde va se dire il y en a forcément un à la table qui a l'affiche où il y a écrit tu es le meurtrier. Et du coup, je me permettrai de rajouter sur la fiche du jeu type Agatha Christie, vous n'êtes pas un synthétique. Ça peut toujours être utile. Vous n'êtes pas un xénomorphe. Ouais, ça, c'est spécifiquement sur les one-shots. Je pense que c'est assez important. Je pense que de base sur les one-shots, si on veut faire des one-shots avec des personnages à secret, c'est bien de prendre 3 minutes avec chaque joueur pour discuter de sa feuille avant de commencer la partie, quoi. Surtout si c'est des secrets type vous êtes le meurtrier ou vous êtes un synthétique. Ne serait-ce que de toute façon prendre le temps de dire voilà, il y a des informations en plus sur votre fiche qui ne sont que pour vous, donc gardez-la pour vous, enfin prévenez que si c'est des personnages à secret qu'il va falloir les garder un peu pour soi, les jouer et ne pas les oublier en cours de route parce que c'est des informations qui sont les seules à avoir. Et je pense que c'est aussi un truc qui est important, le fait d'être le seul à posséder certaines informations, c'est des trucs qu'on peut vite oublier, donc au contraire vraiment sachez insister là-dessus. Pensez même des fois à briser le quatrième mur et à dire en tant que MJ c'est possible que l'un d'entre vous ait quelque chose sur sa fiche qui pourrait vous aider à ce moment précis sans forcément dire précisément lequel, histoire de ne pas vous coincer si jamais votre scénario tourne autour d'un secret d'un joueur. Et ouais, je pense que pour les PJ aussi, au même titre que le MJ va dire, je pense qu'il y a quelqu'un qui, quand vous êtes PJ, que vous avez le secret, que vous avez peur de le lâcher, rappelez-vous que si secret il est là, c'est pour être joué. Et ça peut éviter des scénarios qui tirent en longueur et où on commence à tous s'énerver parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné toutes les informations. Après moi, à titre perso et d'exemple, ça m'est très souvent arrivé de jouer des PJ à secret et ça m'est très souvent arrivé de balancer comme ça, un quart du secret en restant assez nébuleux, quoi. Mais selon avec qui on joue, c'est pratique. Je pense, à ma partie d'L5R, par exemple, où tout le monde a des gros secrets. Je connais très bien mon MJ, je sais qu'il aime ça et je jouais le perso qui unifiait un peu le groupe et comme je connais aussi bien l'univers que lui, je servais aussi pour, éviter qu'il y ait 15 000 questions qui lui tombent dessus tout le temps. Et il y a un moment quand je voyais que ça tournait en rond, je leur ai dit: «Vous savez, on est en train de partir pour sauver le monde, on est un groupe, ça serait bien qu'on se livre un peu les uns aux autres, et qu'on sache des choses». Alors direct: «Ouais, bah, vas-y, tu qu'à commencer». Bon, bah, d'accord et là, je leur ai balancé une liste de tout ce qu'avait vécu mon personnage. Bah, manque de bol, elle avait pas vraiment de secret, si ce n'est que la personne qu'on devait tuer était mon frère, mais à ce moment-là, je le savais pas et du coup, ça permet aussi de lancer des pistes qui peuvent débloquer quand même pas mal de situations, quoi. Le symbole, le petit tatouage, qu'on retrouve sur les machins. «Ah, mais vous êtes sûr que personne n'a jamais entendu parler de ce tatouage? C'est bizarre quand même». Parce que des fois, il y a des joueurs qui oublient simplement leurs secrets et d'autres ont juste peur de les révéler, quoi, pensant que c'est un échec, Ça, c'est un peu le plus gros problème, hein, de toute façon, les joueurs qui pensent que le secret est un secret qui doit être défendu envers et contre tout. Donc après, oui, il y a des scénarios où, bien sûr, il faut qu'ils tiennent, mais c'est un peu la clé du scénario. Si jamais votre secret ne met pas fin au scénario, il faut absolument qu'il soit découvert. Enfin, il faut le jouer, il faut que... Sinon, il n'a pas d'intérêt d'être. L'objectif du joueur n'est pas le même que l'objectif du personnage, tout simplement. Après, il y a un problème qui peut se produire, et c'est un peu un problème similaire aux jeux dans lesquels on a des jetons qui permettent de booster, qui permettent d'avoir des relances, des trucs comme ça, et qu'on n'utilise jamais parce qu'on se dit toujours que on a l'intention de les utiliser quand ce sera le moment. Parce que on a peur que si on les utilise trop tôt, ça finalement on les a utilisés pour rien et que quand on en a vraiment besoin, on n'en ait plus, comme ça. Je pense que même s'il n'y a pas ce côté
on ne l'aura plus quand on en aura besoin. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui peut se produire, c'est que le joueur a envie que le secret soit révélé. Il n'a pas pour objectif de garder l'information ad vitam aeternam. Cependant, il peut aussi vouloir que le moment où le secret est révélé soit un moment qui soit particulier, qui ait une intensité dramatique, que ce soit le bon moment, le moment où on est dans le bon état d'esprit et où ça aura du sens et ça aura du poids. Et que du coup, il ne le révèle pas parce que il a peur que ce moment ne soit pas encore arrivé, que c'est trop tôt, et que s'il attend encore un peu, ça aura plus d'impact. Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est pour ça que c'est important de distiller quelques indices. Parce que les moments mémorables, en général, ils se font pas avec le MJ, quoi. C'est une action collective de la table. C'est pas sur l'impulsion du MJ que tu révèles ton secret et que tout le monde fait waouh. Je pense que c'est une action vraiment collective, les moments mémorables de jeu. Et c'est pour ça que c'est important d'être, comme le disait tout à l'heure Thomas, d'être vraiment sur la limite avec le secret pour pouvoir donner assez d'indices aux joueurs, à nos collègues, pour dire voilà, il y a un moment, les gars, ça va. Vous commencez tous à avoir des doutes. Et en fait, petit à petit, on crée ce moment dramatique, en fait. On fait monter la tension, on fait monter le truc. Et quand le secret éclate, là, pour le coup, ça devient intéressant. Moi, je pense typiquement à c'est moi le méchant. Et le personnage n'a jamais rien fait qui puisse avoir un doute sur la personne. Donc, en général, ça se finit par oh non, enculé. Et pardon. Oh non, méchant. Et du coup, c'est un peu pisseux, quoi. Alors que faire monter le truc, machin, rattraper quelqu'un au bord du précipice avant qu'il tombe et tu lui dis discrètement au moment où j'ai tendu la main et tout, tu vu qu'il y avait un tatouage avec une forme, tu vu un bout de tatouage de telle forme qui dépassait de ma manche, commencer un peu à le piquer sur des trucs comme ça, lui envoyer par texto à la fin de la partie. Quand le mec il va se coucher, lui envoyer ça comme ça le fait capoter direct. Et je pense que c'est ça qui est bon et qui permet d'avoir vraiment un moment mémorable et pas juste un truc à la Scooby-Doo, quoi. Mais je suis Après, entièrement d'accord sur le fait que les gens attendent souvent le bon moment et que comme il y a que lui qui attend le bon moment, du coup ce bon moment n'arrive jamais. Ouais, je pense que ce parallèle avec le fait que le secret est une ressource à usage unique est plutôt bon parce que bah oui, typiquement, généralement, les ressources, on les garde de façon presque aberrante ou au contraire, on les dépense sans aucune vergogne. Et c'est un autre cas de figure qu'on peut avoir, les personnages qui ont des secrets et qui vont les lâcher à peu près au bout de 10 minutes de jeu, rendant ce secret, non secret. Au final, ça avait juste l'air d'être un détail sur la fiche de personnage plus qu'autre chose. Ouais. Alors, du coup, j'ai un exemple à donner. Alors, je sais que il y a une question qui va arriver qui se base sur les anecdotes, mais je vais aborder cet exemple-là parce que je trouve qu'il est assez éclairant sur l'une des choses qu'on a dit, c'est sur le fait qu'on n'est pas non plus obligé de tout révéler d'un coup, ou voilà, qu'on peut faire venir les choses au fur et à mesure que ça se présente et que ça donne intérêt. J'ai participé à une campagne dans laquelle une campagne maison d'un jeu maison qui s'appelle History Wave par Silvio, si tu nous écoutes, dans lequel je jouais une petite fille toute très jeune et toute innocente, voilà, qui s'avérait être en quelque sorte la réincarnation d'une déesse vampire. Bon, c'est du secret assez, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que bon, moi, en tant que joueur, je le savais. L'enfant ne le savait pas forcément, n'avait pas conscience. Elle ne s'en souvenait pas. Elle avait quelques images, quelques bribes. Quand elle se retrouvait dans certaines situations, elle pouvait avoir des flashs qui laissaient entendre qu'elle avait vécu quelque chose avant et que voilà.
Mais en fait, c'est venu tout d'abord sur ah tiens, cette gamine qui dit qu'elle est toute innocente, toute voilà, elle a des pouvoirs un peu chelous des fois de temps en temps. Et puis ah, cette gamine, non seulement elle a des pouvoirs un peu chelous, mais là, elle vient pas de démembrer un mec. Et en fait, la résolution. Alors, le truc, c'est que la résolution se faisait graduellement également à moi-même, enfin au personnage, parce que encore une fois, le joueur était au courant. Donc je pouvais pas faire ce que je voulais parce que j'étais limité par ce que je savais et par ce qui était cohérent en termes de réaction intuitive vis-à-vis de la situation. Mais du coup, il y a eu une forme de montée en puissance sans que les personnages ne sachent dans quelle direction ça allait et où ça allait s'arrêter. Et du coup, c'est allé assez loin. Et j'ai trouvé ça intéressant à jouer. Non, mais du coup, là, t'as eu cette montée en puissance. Et c'est ça je pense, qui est important dans des gros secrets qui touchent vraiment à la, à la composition, en fait, du personnage, hein, parce que là, on parle de secrets même si c'est 3 lignes, c'est quand même une majorité de la construction du perso qu'on incarne. Et c'est là où révéler petit à petit, du coup, ça fait monter aussi les choses, je pense. Ben, c'est vrai que là en plus on aborde un sujet qu'on n'avait pas abordé, les secrets qui en sont même pour le joueur qui va l'interpréter. Parce que là on est typiquement dans le cas où le MJ a la solution, sait ce qui arrive au personnage, mais le personnage a un secret et on peut avoir typiquement ça de type la blessure, la marque noire qui se répand que tu essayes de cacher mais tu ne sais pas ce que c'est pour autant. Et ça peut être quand même quelque chose pareil qui est très intéressant à jouer parce que le joueur va chercher à le cacher, le MJ va le faire se découvrir au fur et à mesure. Mais encore une fois, là, ça va être l'occasion de jouer sur les rythmes. Ça va permettre de relancer un peu l'intrigue sur des moments comme ça, avoir notre personnage qui va, sur des moments clés, révéler un petit peu de quelque chose que lui cherche à cacher. Et forcément, c'est toujours cool. Eh bien, je pense qu'il va être temps pour notre dernière question. Est-ce que vous avez des anecdotes avec 2 parties avec des persos secrets ? Typiquement, ouais, dans tout ce qui est mise en tension et tout ça, en plus j'en ai parlé quand même pas mal pour illustrer mes propos précédemment. À l'époque où je jouais Mami Shio dans L5R, donc une vieille Agacha du clan du dragon, celle-là même qui unifiait son groupe et qui leur a demandé un peu de balancer leurs histoires. Du coup, le perso avait vraiment cette position et c'était vraiment voulu avec le MJ. Et c'était pratique pour les joueurs hors game en plus, avait vraiment cette position de référente sur l'univers, d'avoir énormément de connaissances, d'avoir énormément de choses. Et du coup, le moment où je comprends que mon cher MJ va me faire affronter mon frère jumeau qui, lui, pour le coup, est le Dark Side. Donc ça a été très manichéen. Il était Dark Side, grandi dans l'outre-monde et compagnie. Et du coup, ce moment où on voit pour la première fois cette personne et le MJ, je le vois avec son petit regard vicieux et je comprends de suite. Du coup, c'est l'avantage de jouer avec quelqu'un depuis longtemps. Et je comprends de suite qu'effectivement, oui, c'est mon frère. Et on s'en sort avec pas mal de casse dans l'histoire. Le grand méchant s'en va puisqu'il était vraiment là pour juste faire une apparition. Et du coup, il y a eu ce moment-là où tous les PJ se tournent vers moi, ils font: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et là, j'avais mon perso qui avait une lance dans l'épaule ou un truc dans le genre et qui les regarde et je les ai regardés, mais le plus piteusement du monde et j'aurais dit: «C'est mon frère». Et là, il y a eu un blanc autour de la table et là, pour le coup, je me suis fait traiter de tous les noms et ça a vraiment fait la deuxième déflagration, quoi. Tout le monde a été rincé du combat, enfin sur la table, la durée du combat, elle a été énorme. C'était bien mené, c'était bien rythmé, mais il y a eu 45 minutes de GD de combat, quoi. Donc ça a été très long, tout le monde était un peu fatigué, on commence à arriver en fin de soirée, on est tous un peu rincés et là, il y a eu
viennent de se faire éclater. Donc on avait un gros tank, on avait un mec du Phoenix, très gros épéiste. Et le fait qu'ils soient tous en train de penser leurs blessures, machin, on est limite en train de compter les morts et de faire des bûchers de tous les gars qui sont morts autour de nous. Et juste mon frère, ça a fait vraiment une déflagration autour de la table. Et voilà, je pense que pour le coup, le secret a été dans le coup d'éclat que disait Philou tout à l'heure. Et je pense que ça a durablement marqué les joueurs autour de la table. Ouais, alors moi, du coup, dernièrement, j'ai deux anecdotes de personnages secrets qui m'ont un peu marqué. Bon, la première, bien évidemment, ça va être Deadland, où je vois un petit peu Enfin, j'ai quelques bases sur l'univers. Il y a Zap qui me dit bon, il faut que tu crées ton personnage, tu m'envoies le concept, tout ça. Et je me dis, je vais créer un mort-vivant. Et ça a été le concept, comment ça s'appelle, la base sur laquelle j'ai créé mon personnage. Et du coup, dès les premières parties, j'ai commencé à jouer à ça, à jouer avec ça en se disant, les autres personnages se disent, il est quand même bizarre, il y a des animaux qui ont peur de lui, il pue un petit peu, il tient quand même vachement bien l'alcool, hein. Ce genre de choses, et ça a duré pendant quelques parties. Et je me souviens qu'il y a des joueurs en dehors de la table qui sont venus me voir en me disant, mais ton personnage est quand même très bizarre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tout ça? Enfin voilà. Je dirais qu'il avait en plus une deuxième couche de secret par son gang de base qui ajoutait vraiment une petite... Ouais, qui n'est pas encore tout à fait résolu, ça. Donc... Et du coup, deuxième anecdote qui me vient là comme ça, c'est une campagne de l'Appel de Cthulhu où on commence à créer nos personnages et à un moment donné, on fait la création, on fait l'historique de manière aléatoire. Et donc on a déjà plus ou moins nos concepts, on a déjà les âges de nos personnages parce que c'est quelque chose qui est assez important pour l'anecdote en question. Et je lance mon dé, et sur le dé, je tombe dans la table aléatoire vous avez un lien de parenté avec un autre personnage. Donc je regarde le maître de jeu, je lui dis, il faut qu'on aille à côté. J'ai une super idée. Et du coup, j'ai joué le véritable père d'un autre joueur. Donc, qui du coup vivait dans une famille, en plus c'était une famille qui était plutôt aisée, plutôt noble, et du coup j'étais le véritable père de cette joueuse. Et du coup elle a fini par le deviner, mais par la manière dont je jouais qui était plutôt attentionnée, et il y avait pas mal d'indices qui étaient disséminés dans le décor, on va dire. Alors pour ma part, je vais quand même citer mon secret qui est tout le monde dans l'ouest de Deadland a entendu parler de la légende du sombre pistolero. Eh bien, il s'avère que le sombre pistolero, c'était moi. Bon, je tire comme une tanche, mais je suis très très bon acteur. Bon, par contre, quand des gens sont venus alors que j'avais tourné la page pour dire j'ai cru comprendre que le sombre pistolero était dans les parages et il a intérêt à se montrer et accepter un duel avec moi, ou sinon c'est toi que je bute. Comment dire au secours. Et c'est le problème d'être une légende vivante et de n'avoir absolument pas les compétences de la légende en question. Pas mal. J'avoue que sur ce coup-là, c'était très très marrant le sombre pistolet. Pour ceux qui veulent l'histoire un peu plus complète du sombre pistolero, donc le personnage de Philou est un acteur et qui avait joué le rôle du sombre pistolero dans une ville pour montrer c'était un grand acteur, et les gens y ont cru. Et c'est devenu la légende à travers l'Ouest.
Pas mal. Voilà. Et bon, j'avais un peu joué avec cette légende parce que je me disais que avoir la réputation de quelqu'un que si on le regarde de travers, on est mort, et ben ça peut aider à éviter des ennuis. C'est la stratégie du terrible pirate Robert, pour ceux qui connaissent les références. Bon, alors, ça en évite jusqu'à un certain point, on va dire. Voilà, j'avais une autre partie en tête qui pour le coup est un one shot et que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Alors c'était une partie de Brigade Chimérique. Et en fait, alors c'était un one shot et on avait tous des secrets. Alors on avait tous une allégeance. Certaines étaient, enfin pour certains c'était public et pour d'autres c'était des traîtres et donc du coup on ne savait pas quelle était leur véritable allégeance. Et on avait également tous des secrets qui étaient plus. Moi par exemple, alors, je me souviens essentiellement des miens, mais j'étais amoureux d'une PJ, d'une autre PJ. Et le truc, c'est que on s'est retrouvé dans une situation où on avait des choix moraux à faire, mais on ne pouvait pas. On était les secrets qu'on pouvait avoir et les allégeances qu'on pouvait avoir faisaient que on trahissait forcément quelque chose, quelle que soit la décision enfin, c'est plus compliqué que ça, mais cette situation faisait que on ne pouvait pas, on était forcément obligé de se remettre en question sur certains aspects que l'on tenait pour acquis jusqu'ici. Voilà. Est-ce que je restais loyal envers le camp pour lequel je travaille? Est-ce que je reste au prix de ma moralité parce que je sais que si je fais cette action, ça va être une action immorale qui va avoir des conséquences terribles, qui peut avoir des conséquences pour la personne que j'aime en particulier. Est-ce que je vais laisser la personne que j'aime faire ce qu'elle souhaite faire, mais qui du coup constitue un acte de trahison envers ceux envers qui je suis loyal. Et voilà, alors on sort un peu du cadre spécifique de l'émission du secret, puisque là c'était vraiment plus que des secrets, c'était des valeurs ou alors, en même temps des valeurs, des allégeances et des convictions. Mais le fait qu'on ait des secrets, qu'on ne sache pas ce que vont décider les autres, parce qu'ils ont des secrets et que on sait qu'on ne sait pas tout de ce qu'ils pensent et de ce que leurs secrets vont les conduire à faire, ça rajoutait une couche. Voilà, ça rajoute une couche de pari. C'est un peu comme le dilemme du prisonnier, si vous connaissez, où on ne sait pas ce que l'autre a l'intention de faire et si on déclare tous les deux qu'on est innocent, ça nous permet de gagner. Si on déclare qu'on est tous les deux qu'on est coupable, on perd. Et si y en a un qui déclare qu'il est innocent et l'autre qui... je l'explique très mal, je suis désolé, il commence à être un peu tard. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on n'a pas toutes les cartes en main et on ne sait pas si on fait des paris sur les autres, mais qui vont être peut-être déçus. Et voilà. Et du coup, la partie avait vraiment été intéressante parce que au final, et presque contre toute attente, on avait réussi avec des personnages qui avaient à la base des objectifs et des allégeances qui étaient complètement différentes,
finalement à réussir à se retrouver, à trouver quelque chose de commun, qui n'était pas forcément présent dans les fiches de personnages, mais qui, au final, était logique, qui permettait de transcender les personnages. Et voilà, ça avait été une partie dont je garde vraiment un très bon souvenir. Même si j'en parle pas forcément de manière très claire. Ah, ça va, dans l'ensemble, ça va. Je mettrai peut-être un lien pour le dilemme du prisonnier qui a été vaguement expliqué. Ouais. Mais bon, voilà, l'idée est là, c'est on ne sait pas ce que va dire l'autre. Si jamais on parle, on risque de diminuer sa peine, mais si l'autre parle aussi, on la verra augmenter. Et si personne ne parle, on sort tous libres, mais on ne sait pas ce que va faire l'autre. Voilà, pour une autre version un petit peu bâclée comme ça, si vous êtes complètement perdu, vous pourrez cliquer dans les liens. Pour ma part, vu que je maîtrise beaucoup plus que je ne joue, j'ai pas de grandes anecdotes de personnages à secret que j'ai joué. Par contre, il y a 2 personnages à secret que j'ai fait jouer sur une même table qui m'ont beaucoup marqué. C'était sur une table de DNS où mes personnages donc devaient passer une nouvelle forme d'évaluation pour monter en grade. Et donc à ma table, j'avais 2 personnages à secret. J'avais un qui était là pour s'assurer que les autres fassent tout comme il faut, et donc qui avait été présenté au groupe sous une fausse identité et qui prenait des notes absolument tout au long de la partie pour essayer pour que rien ne manque dans le rapport final. Et bien sûr, tout ceci n'était qu'un vil piège de MJ, parce que dans le groupe, il y avait également un autre personnage à secret. Il y avait un ange infiltré qui était là pour faire saboter l'opération. Et du coup, toute on va dire la subtilité du truc, c'était que les soupçons des joueurs aillent vers le premier personnage à secret, et en laissant la main libre sur le deuxième, sans se rendre compte qu'ils se font saboter allègrement. Et ça avait été très très rigolo. Après, si on parle. C'était du DPJ du coup. Ben oui. Ouais, que des pays. Moi, j'ai un PNJ à secret qui me vient en tête, du coup, en vous écoutant parler dans Antica. J'ai un PNJ qui s'appelle Scopas, qui s'est présenté aux joueurs de façon assez épique et très mythologique. Donc tout fonctionne bien pour Antica. Et en fait, ils ont mis 3 ou 4 scénars à percer son secret. Et son secret, c'est qu'il était mythomane. Et en fait, c'est un fils d'Hermès qui est mythomane, procrastinateur, kleptomane. Donc il a vraiment toutes les tares possibles. Et en fait, ils s'en sont aperçus quand ils débarquent dans une ville. En fait, ça faisait un moment qu'il est baratiné et tout. Puis ils se sont dit, putain, le mec, il est bon baratin et tout. C'est vachement pratique pour négocier des trucs et tout, machin. Ouais, au taquet. Puis t'as quand même 2-3 PNJ qui venaient les voir parce qu'ils étaient sur l'Argos. Donc il y a moulon de PNJ parce qu'il faut au moins 25 persos pour conduire le bateau. T'as quand même des gens qui sont venus le voir en disant, ouais, il fait pas trop son taf. Ouais, il est chelou. Ouais, il nous casse les couilles, machin, truc. Ouais, mais non, mais les gars, ils baratinent tellement bien. Et en fait, ils vont dans une ville et je sais plus ce qu'ils devaient négocier. Et il leur dit, vous inquiétez pas, je suis chez moi ici. Et ils l'ont trouvé au détour d'une rue. Ils venaient de détrousser les gardes de la ville, de les délester de leur bourse. Et il était sur une table en train de crier au scandale et de dire qu'il s'appelait Ulysse et que c'était honteux qu'un héros comme lui, roi d'Ithaque, soit pris à partie par une ville milice. Tout ça parce que il a beaucoup de bourses qui ressemblent apparemment aux leurs. Et là, ils ont pété un plomb sur le personnage, par contre. Et mais il est toujours sur le bateau, parce que mine de rien, on l'aime bien. Mais du coup, voilà, ils ont mis... donc voilà, comme quoi, c'est un secret tout con, en fait. C'est vraiment... J'ai joué sur son défaut à mort. Et ils l'ont découvert, et ça leur a fait un bon coup. Donc du coup, maintenant, ils le savent. Donc dès qu'ils descendent à quai, lui, il saute du bateau, puis il fait: «Ouais, c'est bon les gars, vous inquiétez pas. Non, non, toi tu restes dans le bateau». Ouais, mais et du coup, c'est devenu un peu le running gag du truc. S'ils le sortent, mais que dans des occasions bidons, ou dans des occasions où on a besoin d'un mec qui fasse une grosse diversion, quoi. Des fois, ils le balancent dans un village,
pour avoir le temps d'aller fouiller des trucs et tout. Le mec, il se met au milieu, il leur raconte n'importe quoi. Mais du coup, voilà, c'est un secret qu'ils ont découvert, qu'ils ont assez mal vécu sur le coup, puisqu'ils se sont mis toute une armée de garde à dos. Mais c'est un secret qui maintenant, ils n'hésitent pas à user et abuser sur pas mal de choses, quoi. Voilà. Après, en deuxième PNJ, et après, je vous laisse la parole. En deuxième PNJ, un PNJ qui existe pour ceux qui ont joué à Tale from the Loop, c'est le gardien du collège, qui est entièrement écrit dans le livre de base, et qui du coup jouait dans une campagne de ma première campagne de Tale from the Loop, où en fin de compte, il y a une PJ qui avait des doutes de ouf sur ce personnage, et qui du coup se levait tous les matins à 6h avec une paire de jumelles pour observer entre les buissons ce qui se passait dans le collège. Et elle a gratté pour trouver ce que c'était son secret. Et je crois même qu'on a arrêté la campagne avant qu'elle sache le secret de la personne en question. Mais voilà. Dans Tale from the Loop, il y a une myriade de PNJ et ils ont tous des secrets et c'est vachement bien amené. Et il y a toutes les infos pour pouvoir les jouer et pour pouvoir jouer avec leurs secrets surtout. J'ai pas forcément d'exemple qui me vient, mais ça peut être intéressant aussi de jouer sur les attentes. Là, par exemple, le personnage à baratineur où en fait on détourne une forme de cliché pour en faire quelque chose de complètement différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais ce qui peut être mignon, c'est d'avoir un personnage ou un PNJ qui a un secret et ouais, ça a l'air d'être du lourd, quoi. Et voilà, toutes les nuits, il s'en va, il prend la direction du cimetière. Ouais, non, vraiment quelque chose de louche. Et de découvrir que en fait, le personnage en question, toutes les nuits, il s'en va parce que son secret, c'est qu'il est, chanteur à la taverne qui est à côté du cimetière. Mais c'est son petit plaisir coupable et il veut pas que ça sache dans son entourage. Et Ça marche bien, ouais. C'est vrai. C'est vrai que des fois, un personnage à secret, ça tient juste au fait de découvrir le secret. C'est ça qui est mémorable. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de truc qu'on peut rajouter même à la volée sans les avoir sur sa fiche. Les petits secrets mignons, les petits plaisirs coupables. C'était pas moi qui jouais le personnage à secret en question. C'était dans une campagne de Star Wars auquel on joue depuis un certain temps. Il y a donc là, on va se coucher, etc. Et il y a le maître de jeu qui dit donc pas moi mais un autre PJ. Ton personnage a été enlevé, tu as été remplacé par un druide, et maintenant maintenant t'es méchant. C'est un peu classique, mais c'est un truc qui m'avait marqué parce le joueur en question avait plutôt bien joué son truc. Il nous a berné vraiment jusqu'au bout. Je suis en synthétique. Ouais. Alors, du coup, ça me fait penser, en tant que MJ, j'avais fait un truc similaire à Château Falkenstein où il y a eu une partie où l'un des joueurs ne jouait pas son personnage habituel, mais quelqu'un qui était un usurpateur qui était très doué pour se faire passer, pour prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et qui se faisait passer pour lui. Et après, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais pas fait en mode full antagoniste, c'est-à-dire qu'en fait, il était, à la base, les joueurs connaissaient déjà l'existence de ce PNJ capable de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et savaient que c'était un salopard et que c'était un antagoniste. Bon, il s'était passé, il y avait eu de l'eau qui avait coulé sous les ponts et ils avaient un peu oublié l'existence du personnage, donc ça a été un bon moyen de le leur rappeler. Mais du coup, ce que j'avais fait, c'est que entre-temps, le PNJ avait évolué un peu dans le bon sens et qu'il avait pris conscience que
que des fois il y a des actions qui ont des conséquences et que voilà. Il était passé de noir à gris. Et en fait, l'action qu'il faisait, il le faisait non pas pour... ça restait une action contre les PJ, mais il le faisait pour sauver la vie de quelqu'un qui lui tenait à cœur. En fait, il était... Bon, c'est un cliché, hein, mais il n'avait pas trop le choix. On lui avait dit, ben voilà, on détient tel PNJ qui te tient à cœur et tu dois faire ça. Et du coup, ben, il le faisait, mais en même temps, il n'avait pas forcément envie de le faire. Et du coup, voilà, il y avait une relation un peu ambivalente sur le personnage. Et j'avais laissé une certaine latitude aux joueurs pour savoir justement, ben, est-ce qu'il allait être antagoniste jusqu'au bout, est-ce qu'à un moment, il allait révéler les choses. Enfin, j'avais laissé... L'intervention de Thomas m'a ravivé dans ma mémoire, dans mes processeurs mémoriels, un personnage qui s'appelait Ratus Clancus, qui est un Adeptus Mechanicus. Et c'est ma première campagne de jeu de rôle, quoi, sur Rogue Trader. Et faisant le mariole devant un Ravenclaw de la Death Watch, un truc dans le genre, enfin le genre de mec qui fait 3 mètres de haut, qui a des gros flingues et tout machin. Mais il était rentré dans mon labo, ça m'avait pas plu. C'est pas une super idée, ça. Ouais, il me met genre un vieux coup de bolter dans la nuque. En plus, j'avais un perso qui avait j'avais une queue mécanique, en fait, dans le dos, comme une queue grappin, là, comme les scorpions. Et grâce à de la technologie Eldar, c'était un peu la queue du marsupilami, quoi. Donc le mec, il commence à me parler et tout. Moi qui connais un beignet à l'univers de 40K. Je suis là, le gars, il me parle, il rentre dans mon labo. Ben non, enfin, casse-toi, quoi. Et en fait, je lui parlais et j'étais accroché à un tuyau avec ma queue et j'étais assis en tailleur, en fait, en l'air devant lui. Et du coup, je me suis mangé un coup de bolter dans la tête. Il m'a bien tamponné la tronche. Et en fait, cet enfoiré de MJ, bah, ça a réactivé une deuxième puce cerveau qui m'avait été greffée de force et dont j'avais aucun souvenir. Et du coup, je me suis retrouvé à jouer un personnage schizophrène. Et en fait, la deuxième personnalité, c'était un génie de la technologie Xenos qui avait piraté mon autre puce cerveau, celle de Ratus, et du coup, je pouvais pas parler de lui aux autres. Et donc, j'étais bloqué et j'essayais de leur faire comprendre que il se passait des trucs, quoi. Parce qu'en plus, je suis une quiche à tout ce qui est jet de combat. Donc, genre, je tirais avec mon bras lance-missile, je touchais rien. Puis, quand mon corps était en danger, ce mec prenait le relais et il faisait des jets de fou à chaque fois. C'était pas voulu, mais ça marchait, quoi. Et du coup, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je tire vachement bien quand même. Ça me ressemble pas, hein, ça me ressemble pas. Et du coup, ça a été assez compliqué. Et on a un PJ du coup qui a capté. Et en fait, à un moment où on était en grosse galère, l'autre il m'a pris la priorité sur mon cortex et je me suis retrouvé à incarner ce mec, ce gros un enfoiré. Il était gentil, mais il était pas très sympa avec mon perso. Et la révélation du secret aussi, elle a été pas mal puisque du coup, j'étais en train de, je sais pas, faire une dérivation des réacteurs sur les boucliers, enfin des trucs de space op là quoi, classique. Et le capitaine du vaisseau arrive en faisant le kéké et du coup se retrouve avec mon bras désynchronisé en mode lance-roquette devant lui. Mais comme c'était le joueur qui était à côté de moi, il s'est vraiment retrouvé avec ma main à 2 centimètres de son visage, quoi. Et la mise en place de ce secret a été pas mal. Les répercussions de la révélation du secret ont été compliquées pour moi, mais ça a été un secret, je pense, qui a permis vraiment de faire bouger les choses dans la partie, quoi. À part s'il y a un dernier secret qui émerge, exactement, microdrop. On est parti. Merci à tous de nous avoir suivis. Ça me rappelle un personnage. On se dit à dans 2 semaines pour un nouvel atelier jeu de rôle. Mais quel sera le thème ? Je le sais. Et donc, je vous invite à venir le 11 mai
à 21h sur la chaîne Twitch de Lancer Critique pour écouter un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui sont les jeux de rôle gratuits. Et donc, à dans 2 semaines. Je suis...